Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le capitalisme réellement existant est le produit de l'histoire. Cette histoire a démarré avec la conquête des espaces non capitalistes pour le besoin de l'accumulation. Ces espaces ont constitué, dans le cadre de l'ancienne division internationale du travail, des greniers en matières premières et en main-d'œuvre pour le capitalisme dans ses phases mercantiles, commerciales et industrielles. L'expansion est la caractéristique principale du capitalisme dont l'accumulation est un processus infini et illimité. Simultanément à cette expansion infinie, le capitalisme polarise les richesses, c'est-à-dire les concentre entre les mains d'une poignée de zones au détriment des autres contrées. L'accumulation capitaliste ne peut être séparée de la polarisation, mais cette dernière n'est apparue que lorsque le capitalisme a changé de trajectoire, c'est-à-dire lorsqu'il a changé de conditions d'accumulation. En effet, ce sont les crises qui sont à l'origine de ce changement d'agenda pour le système capitaliste. Autrement dit, ce système est achevé et devenu mondial sans que cela passe par l'uniformisation de la planète comme le prétend l'économie conventionnelle. La production en série dans les pays berceaux du capitalisme a posé le problème des débouchés et a entraîné en conséquence des crises et des antagonismes entre les entreprises géantes, les firmes multicoloniales, et entre les États. Comme le capitalisme se déploie infiniment, cette fois-ci l'expansion s'effectuera en dehors de ses propres sphères. L'expansion s'effectuera via l'exportation des marchandises dans les territoires non capitalistes encore, pour reprendre les termes de Rosa Luxemburg. Le capitalisme se déploie donc en dehors de son espace habituel, mais de manière brutale, c'est la colonisation. La colonisation a brisé le processus d'accumulation propre à ces territoires pré-capitalistes. Le capitalisme ne pénètre pas seulement au moyen de l'expansion des échanges marchands, mais puise sa force dans le pouvoir politique, fût-il violent. La colonisation a produit le sous-développement qui est défini comme la distorsion des secteurs productifs dont la croissance est pompée à l'extérieur. Le capitalisme, érigé en capitalisme des monopoles, exacerbe son intervention dans ces espaces via l'exportation des capitaux qui se juxtapose à celle des marchandises. Tout compte fait, le capitalisme réellement existant a produit le développement des uns et le sous-développement des autres, c'est-à-dire un centre et une périphérie. Les rapports entretenus entre centre et périphérie sont des rapports de domination et de subalternisation de cette dernière par le premier. Le théorème des avantages comparatifs ainsi que son corollaire, ladite théorie de la croissance transmise, érigée en principe sacro-saint, reste un trompe-l'œil. Ceci dit, le prétendu libre-échange n'autorise que la libre circulation des capitaux et des marchandises, alors que celle de la main-d'œuvre est exclue. Par conséquent, le sous-développement, en tant que processus et non un état, n'est pas le produit de facteurs socio-culturels ou naturels inhérents aux sociétés du tiers-monde, comme le véhicule l'idéologie conventionnelle, mais a trait à la nature du capitalisme réellement existant régi par l'aliénation marchande. De même, la sortie du sous-développement ne peut être attaquée en s'inspirant de l'idéologie du rattrapage, celle des étapes à la Rostow. Le cercle vicieux du sous-développement doit être traité en rompant avec les rapports actuels entretenus entre centre et périphérie. Les modèles de développement imposés par les pays du centre capitaliste sous les auspices des firmes multinationales, dans le cadre de la nouvelle division internationale du travail, n'ont produit que des recettes décevantes qui ont plongé cette périphérie dans une dépendance cumulative dont les conséquences sociales sont désastreuses, comme en attestent les putschs, les émeutes et les grèves. Les recettes des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, pour sortir des pièges du sous-développement, comme la crise de la dette, sont antinomiques à tout modèle de développement effectif. Les pseudo-réformistes pensent que l'antagonisme centre-périphérie est passager, et que les bourgeoisies de la périphérie pourraient repousser les effets de cet antagonisme. Or, les faits suggèrent que cet antagonisme est historique et est le produit de la violence et de l'usurpation. Ce sont les alliances de classe qui ont la mission historique d'anéantir les effets de l'antagonisme entre centre et périphérie. Les bourgeoisies compradores au pouvoir dans les périphéries sont des appendices des bourgeoisies du centre impérialiste. C'est l'intégration de la périphérie au marché mondial, dans les conditions actuelles de l'expansion du capital international, qui la prive de disposer de sa propre stratégie de développement.
Les taux de croissance réalisés par les pays du Sud demeurent des taux artificiels puisque les fruits de la croissance sont constamment absorbés par les canaux de transmission qui livrent la richesse de ce bloc vers le centre, y compris les prélèvements des oligarchies et des bourgeoisies compradors en place. Ce qui épuise les capacités des pays de la périphérie, pour assurer une accumulation susceptible de mettre en place un développement autocentré. L'émergence du tiers-monde au lendemain de la décolonisation a donné lieu aux revendications de ce bloc pour un nouvel ordre économique international dont le mot d'ordre est de revoir les règles qui régissent le commerce international en particulier et le développement en général, lesquelles ne profitent qu'aux seuls pays de l'Occident. Ces revendications véhiculées dans le cadre de la CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, coïncidaient avec le triomphe de l'idéologie développementaliste de l'ère de Bandung, 1955, sous les auspices des bourgeoisies nationales qui ont conduit des tentatives d'industrialisation. Avec la crise en Occident en 1974, commence l'érosion des illusions du développementalisme dans le tiers-monde faute de pouvoir construire les bases d'un développement autocentré en se déconnectant de l'expansion capitaliste, et faute de pouvoir aussi instaurer un processus de démocratisation sous toutes ses formes. Le début des années 1980 a connu l'éclatement de la crise d'endettement et la mise en place du programme d'ajustement structurel sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale. Parmi les recommandations maîtresses de ce programme, on trouve le recul de l'État, la privatisation des entreprises publiques, la libéralisation du commerce extérieur et l'intégration au marché mondial. L'idéologie libérale prétend à ce titre que l'expansion capitaliste et progressiste tend à homogénéiser la planète, et que les pays retardataires doivent suivre l'itinéraire des pays avancés pour rattraper leur retard par le truchement d'une intégration intelligente en ouvrant leurs frontières aux flux marchands. Les thérapies ainsi proposées ont mené à l'impasse, puisque les problèmes du Sud ne peuvent être ramenés à des problèmes conjoncturels. L'intégration des pays du Sud au marché mondial a au contraire exacerbé leur soumission à un ajustement permanent et unilatéral répondant aux seuls besoins du capitalisme du centre, ce qui prive ces pays de toute possibilité de construire des États-nations indépendants. Si la transition des pays du Sud au rang des pays du Nord est manifestement bloquée, elle n'est pas liée au seul statu quo, mais a trait aux facteurs externes dont la polarisation immanente au capitalisme réellement existant constitue la facette déterminante. La polarisation signifie que les pays du Sud sont constamment victimes de sorties permanentes de valeurs en direction des pays du Nord, à travers notamment la sous-rémunération du facteur travail, où la productivité de ce dernier est sous-payée par rapport aux normes internationales. Autrement dit, la faiblesse des salaires dans les pays du Sud par rapport à ceux des pays du Nord se traduit par un échange inégal entre les deux camps. La polarisation peut être aussi saisie dans un autre registre, celui de l'exclusion du facteur travail du mouvement international des capitaux et des marchandises par une détérioration chronique des termes de l'échange des pays du Sud. En effet, alors que les flux de capitaux et de marchandises circulent sur le marché mondial sans barrière protectionniste, les flux de main-d'œuvre, eux, sont soumis à de fortes restrictions. Interprétant Samir Amin, Rémi Herrera souligne que la polarisation indissociable du fonctionnement d'un système fondé sur un marché mondial intégré des marchandises et du capital, mais excluant la mobilité du travail ainsi définie par le différentiel des rémunérations du travail, inférieures à la périphérie à ce qu'elles sont au centre, à productivité égale. Après les programmes d'ajustement structurel qui ont miné les économies du Sud, les pays du Nord ne cessent de prodiguer leurs recommandations, via les institutions de Bretton Woods, dans le seul objectif de garantir au capital les moyens de survie et donc de dépasser ces crises structurelles. Les crises systémiques que subit ce dernier sont amorties aux dépens des peuples des pays du Sud et avec eux les masses populaires des pays du Nord. La mondialisation heureuse, ou non coupable, selon un certain Munk ou un Krugman est celle qui autorise tous les moyens pour servir le capital et lui permettre de résister aux crises. L'idéologie du capitalisme a toujours considéré le capital comme seul facteur productif et donc comme seul facteur qui mérite la part du lion dans le produit social. Le travail, lui, est une marchandise, une ressource, humaine, une composante des frais engagés pour fructifier davantage le capital.
C'est ce qui ressort aussi via des recettes comme la bonne gouvernance dont le seul objectif est de désengager complètement l'État des services publics de base comme la santé, l'éducation. Face à cette offensive néolibérale et face à la barbarie militaro-économique menée par l'Empire états-unien, les peuples du Sud n'ont d'autre alternative que de mettre en déroute le projet impérialiste américain qui cherche à tout prix à les soumettre à son projet apocalyptique. Mettre en déroute le projet américain suggère des peuples du Sud de se débarrasser des régimes fantoches made in USA et de lancer des réformes radicales en vue d'une démocratisation de leur société. C'est la condition nécessaire pour se déconnecter du marché capitaliste mondial et réunir les conditions du développement autocentré, et permettre à ce bloc de se constituer en blocs régionaux capables d'amortir et d'anéantir l'hégémonie de la triade, Europe, Japon, USA, sous la houlette des USA et capable donc de s'acheminer vers une intégration polycentrique dans le système mondial. Précisant que nous ne traiterons pas dans ce livre les BRICS, Brésil, Russie, Iran, Chine et Afrique du Sud, appelés à tort par l'économie conventionnelle pays émergents, qui méritent un travail à part. Nous soulignons au passage que les stratégies qu'ils adoptent ne leur confèrent pas à strictement parler un statut d'économie qui pourrait frayer le chemin vers un développement non capitaliste. Autrement dit, et comme l'estime Samir Amin, la Chine par exemple a pu se déconnecter au temps de Mao mais aujourd'hui, elle est plongée catégoriquement dans l'économie de marché. En revanche, l'auteur pense que ces pays pourraient avancer vers un nouveau capitalisme, mais rien n'est sûr pour garantir l'avancée vers le progrès social et l'émancipation. Ce qui est plausible comme le montrent les faits, c'est que nous sommes devant deux scénarios. Un scénario mené par la triade qui mènerait à la barbarie et un deuxième produit par les soulèvements des peuples du Sud d'où se cristalliserait la transition longue vers un post-capitalisme. Notons, enfin, que nous avons choisi d'illustrer davantage nos propos par un examen de l'économie marocaine pour lequel nous avons réservé 2 chapitres. Première partie, les pays du Sud face à la polarisation capitaliste. Le capitalisme réellement existant a cette caractéristique qui lui est immanente, la polarisation. Elle signifie dans son acception générale la concentration des richesses au nord traduisant l'exploitation du sud. Si la polarisation peut être datée vers la fin du XIXe début XXe siècle avec l'impérialisme des monopoles, force est de dire que les signes prémonitoires datent depuis la phase mercantile, et tout particulièrement au cours de la période de pillage et de colonisation. Cette période est donc le point d'orgue qui a préparé les conditions d'émergence de la polarisation. Mûrier dans la période impérialiste, la polarisation s'est exacerbée dans la phase après indépendance politique avec l'adoption des pays du Sud des modèles de développement imposés dans le cadre de la Nouvelle Dite. Elle est donc le produit d'une insertion tronquée dans le marché mondial capitaliste. Faits et théories, ensemble croisés pour comprendre ce phénomène. Chapitre 1. L'insertion difforme des pays du Sud dans le système capitaliste mondial. Alors que les pays du Nord, dans leur développement, ont suivi une trajectoire relevant de leur propre lutte et de leurs transformations intrinsèques sans que cela soit le produit d'une quelconque force extérieure, les pays du Sud, eux, ont connu un développement qui leur est imposé de l'extérieur. Ils ont été victimes de l'intervention des pays du Centre, qui leur ont imposé des conditions de développement et donc d'insertion dans le système capitaliste mondial. Section 1. Le pillage des colonies et l'impérialisme. Les conquêtes sont anciennes comme le monde. L'arrivée du capitalisme a apporté ses modes d'organisation pour pouvoir profiter au maximum du pillage des espaces qui sont extérieurs à ce système. Le capitalisme a transformé radicalement ces espaces en les déformant et en les subalternisant. La colonisation et son corollaire l'impérialisme ont entraîné le pillage des richesses des pays soumis, dont les conséquences dramatiques ont produit leur sous-développement. Paragraphe 1. Le drainage du surplus économique vers la métropole et ses conséquences sur les colonies. A. Le drainage du surplus économique. 1. Du XVIe au XVIIIe siècle, l'ère de la conquête. Le drainage du surplus des économies naturelles, dites précapitalistes, dans la phase primaire de la formation du capitalisme, se pratiquait à travers la conquête de ces espaces.
Si la conquête fut une pratique ancienne, elle changea de trajectoire avec la naissance du capitalisme. Au sens mercantile du terme, elle servait rigoureusement l'accumulation. Plus encore, la conquête sous-tendait les opérations de transformation pour la revente en vue du profit, elle servait l'échange tout court. Ernest Mandel nous dit de manière très savante que dans la période décisive de formation du MPC, qui s'étale du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, la création du marché mondial revêt une importance cruciale. Tout au long de cette période, les deux formes de plus-value apparaissent à chaque pas. Elles résultent de valeurs volées, pillées, appropriées par ruse, force ou violence chez les peuples d'outre-mer avec lesquels le monde occidental entre en contact. Les métropoles exercent sur les colonies un rythme et un degré de pillage et d'exploitation sans commune mesure. En effet, le montant de capitaux pillés à cette époque s'élève à 1 milliard de livres sterling or. C'est plus que l'équivalent du capital de toutes les entreprises industrielles européennes vers 1800. L'enrichissement de la France au XVIIIe siècle par le pillage des colonies est édifiant à cet égard. Ainsi, chaque place de retour a vu au cours du XVIIIe siècle s'édifier aussi les manufactures. Les industries créées, des fortunes privées accrues, tels sont les traits essentiels dont le trafic négrier a marqué l'évolution de la nation française au XVIIIe siècle. C'est le cas également de la Grande-Bretagne, GB, qui, en imposant des traités inégaux à l'Inde et à la Chine, a pu s'imposer comme pays monopoleur du marché mondial. Pour Karl Marx, la Compagnie anglaise des Indes orientales obtint le monopole exclusif du commerce de thé et du commerce chinois en général que celui du transport des marchandises d'Europe en Asie et d'Asie en Europe. D'après une liste présentée au Parlement, la compagnie et ses employés extorquèrent aux Indiens, de 1757 à 1760, sous la seule rubrique de dons gratuits, une somme de 60 millions de livres sterling. De 1763 à 1770, les Anglais provoquèrent une famine artificielle en achetant tout le riz et en ne consentant à la revendre qu'à des prix fabuleux. La même opinion est partagée par André Gunder Frank, qui souligne que les puissances métropolitaines en plein développement ont pillé les peuples de ces colonies politiques et économiques d'un capital dont elles se sont servies pour industrialiser leurs propres économies. Ce processus continue à ce jour de se dérouler sans interruption. Au Brésil, déjà au XVIe siècle, la conquête a provoqué la dépression de l'économie sucrière, dépression qui fut prolongée tout au long des XVIIIe, XIXe et XXe siècles et toucha tous les secteurs productifs du Brésil. En 1750, 8 à 10% de la population mondiale fut touchée par la colonisation. Avec l'achèvement du capitalisme en Europe, la colonisation prenait un rythme accéléré dans le but de répondre aux besoins pressants de l'industrie et de l'économie européenne. L'Europe, qui ne représente que 1% des terres émergées, dominera alors 40% du monde habité. Les peuples d'outre-mer furent l'objet d'un pillage systématique tout au long de l'expansion commerciale du XVIe au XVIIIe siècle. Ce pillage ne se limita plus au drainage des ressources aurifères et argentifères, au commerce d'épices. Il s'étend aux ressources agricoles et minières qui se voient drainer vers les métropoles en échange de produits manufacturés en provenance de celles-ci. Comme le dit à juste titre Kostas Vergopoulos, il s'agit de comprendre l'axiomatique du pillage comme moyenne indispensable au processus de l'accumulation du capital. L'accumulation du capital ne progresse qu'en s'appuyant sur l'axiomatique du pillage. Dès sa naissance, le capitalisme tend donc constamment à l'expansion vers d'autres régions du monde en vue de l'élargissement de sa base comme condition indispensable à la réalisation à la fois de la plus-value et de sa capitalisation. La conquête au sens capitaliste du terme avait donc préparé les conditions de la mise en place de la colonisation et donc de l'annexion des économies et des sociétés colonisées aux métropoles. Vers 1850 jusqu'au début du XXe siècle, les pays industrialisés imposaient leur tutelle sur tout le continent africain et presque toute l'Asie. La conquête a épuisé les fondements des sociétés d'outre-mer qui tirent leur force de l'économie naturelle. La colonisation a préparé leur incorporation intégrale dans le marché capitaliste mondial. Les deux phénomènes sont deux faces de la même monnaie. Ils ont jeté les bases de la polarisation capitaliste. L'analyse attentive de la spécialisation internationale inégale, qu'elle soit classique ou moderne,
révélera fort bien la face cachée de la polarisation, phénomène inhérent au capitalisme réellement existant. 2. 19e siècle, la colonisation. La conquête des richesses des pays d'outre-mer va considérablement participer à la construction des États-nations européens, lesquels verront désormais chercher à livrer leurs marchandises et plus tard, leurs capitaux en dehors de leurs frontières, en vue de collecter des masses colossales de profits et de surprofits. Le capitalisme doit, à ce titre, défendre ses propres marchés intérieurs, contrôle l'invasion des marchandises et capitaux étrangers. Le capitalisme national utilisa donc le protectionnisme comme moyen de se défendre contre les risques et les menaces extérieures. Cette course pour le protectionnisme des États-nations capitalistes finira par un partage historique, 1875 à 1914, du monde entre les grandes puissances impérialistes. La Grande-Bretagne détient la part du lion dans ce partage du monde. Elle occupa l'Inde, la Birmanie, la Malaisie, la moitié de l'Afrique, la moitié des îles du Pacifique et maintient ses anciennes colonies en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. La France occupa l'Afrique du Nord et Madagascar en Afrique occidentale et équatoriale, et domine le Vietnam et quelques îles du Pacifique. La Belgique occupa le Congo. Les Pays-Bas occupèrent l'Indonésie et les anciennes colonies des Indes occidentales. L'Allemagne, la Russie, le Japon, l'Italie et le Portugal colonisèrent le reste dans ce partage du monde. Ce nouveau partage de la planète a donné lieu à des conflits qui vont entraîner la guerre de 14 à 18. Entre 1750 et 1813, la superficie conquise par les Européens s'élevait à 34 millions de kilomètres puissance 2 et le nombre d'indigènes, victimes du joug du colonisateur, se chiffrait à 534 millions d'habitants. La mise en valeur et l'exploitation de ces colonies, y compris ces hommes, suppose des charges financières importantes qui sont supportées, en fin de compte, par les seuls pays colonisés. En Indonésie par exemple, le gouvernement hollandais a mis en place de 1830 à 1870 un système de culture forcée. L'État réquisitionne un cinquième des terres fertiles et les colons imposent aux actifs indigènes de leur offrir un cinquième de leur temps. Ce système basé sur des prélèvements confiscatoires accroîtra la production et donc les exportations de café et de sucre vers la métropole. Ce mode d'exploitation va assurer à la Hollande 20 à 30% de toutes les recettes fiscales durant la période 1830 à 1870. Au terme de cette même période, les activités portuaires de ce pays vont connaître une forte croissance, garantissant ainsi des emplois stables pour plus de 200 000 personnes entre 1920 et 1930. En Égypte, la Grande-Bretagne a imposé un système de monoculture et de monoproduction basé sur l'exportation du coton brut. Dans ce pays, l'extension de la culture de coton et la pratique de l'irrigation permanente à la place de l'irrigation périodique provoquent l'épuisement rapide du sol. Par suite du manque de drainage, les mêmes phénomènes, liés étroitement à la monoculture, transformèrent la vallée du Nil en un véritable hôpital des pauvres. La colonisation portugaise, qui a porté sur une partie de l'Afrique, comme le Mozambique et l'Angola, et une partie de l'Asie, comme le Brésil et le Macao, plus une fraction de l'Indonésie, s'est manifestée d'une autre manière que la colonisation hollandaise dans l'extorsion du surplus. En effet, le Portugal, soucieux de défier la Grande-Bretagne à laquelle il fut affilié entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, va augmenter ses tarifs douaniers vis-à-vis de cet empire et porter son attention sur ces colonies qui sont les débouchés privilégiés de cette métropole. Les colonies portugaises absorbent 10 à 15% des capitaux de la métropole entre les deux guerres. La capitale portugaise fut considérée parmi les places du monde qui réunissent les entrepôts les plus importants. Lisbonne concentre les denrées alimentaires en provenance du Brésil et des pays d'Afrique. Comme la France, le Portugal a mis en place un rigoureux système protectionniste en vue de protéger son industrie, accroître ses recettes et par conséquent équilibrer sa balance commerciale. En matière d'investissement, ce pays, vu la faiblesse de ses ressources en capital, va se tourner aux groupes étrangers pour ce qui est de l'exploitation minière et l'infrastructure routière. Donc, à l'exploitation de la métropole va s'ajouter celle des monopoles. La colonisation va donc imprimer une vraie division internationale du travail entre pays colonisateurs et pays colonisés. Les premiers vont se spécialiser dans la production d'articles manufacturés,
les seconds dans la production des matières premières et l'alimentation des premiers en main-d'œuvre. En Europe occidentale et aux USA, on produit les marchandises manufacturées. En Europe orientale et dans les grands pays d'outre-mer, on produit les produits alimentaires de base. Et dans le reste du monde, on extrait les matières premières pour l'exportation suivie de la migration de la main-d'œuvre. Ainsi, l'exploitation des mines de nitrate et de cuivre au Chili, qui fut le fait des capitaux nationaux, visait la satisfaction de la demande mondiale en engrais commerciaux et en métal rouge. Au Brésil, le financement des plantations pour la fourniture de café partout dans le monde fut assuré par les capitaux nationaux. La métropole complétait ce financement par ses propres moyens, pour maîtriser entièrement l'économie latino-américaine, et par conséquent, exploiter tout le potentiel productif de la région. Qui plus est, l'extraction des mines de cette région et leur écoulement à l'extérieur n'était possible, comme ailleurs, sans la mise en place dans les colonies d'un réseau de voies ferrées et d'infrastructures portuaires développées. Cette DI a imposé aux colonies un système d'échange qui épuisera leurs richesses. Ainsi, les exportations en coton représentent pour l'Égypte, le Soudan et l'Ouganda plus de 70% des exportations globales. Le même pourcentage est enregistré pour les exportations de pétrole du Venezuela, de l'Irak, de l'Arabie saoudite, du Koweït et du Qatar. Ces gisements sont exploités par les propres moyens des pays colonisateurs. À l'exportation des marchandises à destination des colonies, en tant que débouché, va s'ajouter l'exportation des capitaux. Ces capitaux, au lieu de financer l'accumulation interne, se dirigeront vers la production des matières premières à destination du marché mondial. Les deux mouvements, marchandises et capitaux, se renforcent mutuellement, et c'est le mouvement des capitaux qui va constituer la phase ultime de la domination puisque les capitaux de la métropole se sont transformés progressivement en investissements directs suite aux prêts concédés à l'État et des placements à court terme et de portefeuille. Tous les moyens sont donc mobilisés pour exploiter entièrement les colonies à travers le drainage multiple du surplus économique, source majeure de la polarisation capitaliste. Ainsi, pour André Gunderfrack, la métropole dépossède ses satellites de leur surplus économique qu'elle s'approprie pour le besoin de son propre développement économique. Les satellites demeurent sous-développés faute de pouvoir accéder à leur propre surplus. L'apogée de la colonisation a vu l'intervention massive du capital européen, anglais, français et allemand pour ne citer que l'essentiel, dans les colonies. En effet, la construction des chemins de fer en Turquie d'Asie par exemple, fut l'élément privilégié pour le capital de ce continent afin d'y maintenir sa domination. C'est ainsi que de 1850 à 1860, comme l'écrit R. Luxembourg, le capital anglais finança la construction des lignes de chemin de fer de Smyrne-Edirne et Smyrne-Casbah à Latchéir. Peu à peu le capital français obtint de participer à la construction de lignes de chemin de fer. En 1888, le capital allemand entre en scène. La complicité du gouvernement turc avec le capital européen fut de taille, lorsqu'il offrait à la compagnie de chemin de fer d'Anatolie, société turque soutenue principalement par le Deutsche Bank, une garantie d'État assurant des recettes brutes annuelles de 10 300 francs par kilomètre pour le parcours Eder-Pacha-Ismi, de 15 000 francs pour la ligne Ismi-Angora. La même compagnie intervient en 1899 dans la construction et la mise en service d'un port à Haïda-Pacha, destiné à la construction d'élévateurs à grains et d'entrepôts de marchandises de toute nature. Ladite société fut impliquée dans l'administration des douanes afin de contrôler le réseau dans son entier. De nouvelles avances furent accordées à cette compagnie par les autorités turques en vue de consolider sa position dans tous les domaines. Ces avances totalisent environ 90,8 millions de francs. L'exemple le plus frappant et qui illustre avec rigueur les moyens utilisés par le capital étranger dans le drainage du surplus des colonies et le façonnement à sa guise des économies de ces territoires, est celui donné par R. Luxembourg au sujet de l'intervention de cette compagnie dans les travaux d'assèchement du lac de Caraviran et l'irrigation de la plaine de Konya. Ladite compagnie octroie aux autorités publiques une somme de 19,5 millions de francs à taux d'intérêt de 5%, avec pour durée de remboursement 36 ans. Cet exemple ne s'arrête pas à ce niveau. Ainsi, pour garantir les capitaux versés par la compagnie, le gouvernement a dû hypothéquer
1. Une somme annuelle de 25 000 livres turcs payable sur les surplus des dîmes versées à l'administration de la dette publique comme garantie kilométrique ou comme garantie des divers emprunts. 2. Le surplus des dîmes perçues sur les territoires irrigués dépasse la moyenne des 5 dernières années. 3. Les bénéfices nets tirés d'installations d'irrigation. 4. Les bénéfices de la vente des terres asséchées ou irriguées. B. Les conséquences sur les économies des colonies. Le processus de pillage au travers de la conquête et de la colonisation a entraîné la désagrégation des structures traditionnelles comme l'artisanat, l'industrie à domicile, l'agriculture paysanne et certaines industries manufacturières. En Inde, en Chine, en Indonésie et dans les pays de l'Afrique du Nord, les structures locales de ces territoires furent détruites à cause de la vive concurrence des industries métropolitaines. Le chômage augmente et l'emploi dans les secteurs industriels diminue. En Inde, les statistiques officielles montrent que la population active des industries modernes passe de 5,5% en 1911 à 4,3% en 1931. Elle n'a cessé de diminuer jusqu'à l'indépendance de ce pays où elle a enregistré 0,7% pour la période 1946 à 48. Le texte officiel du premier plan quinquennal estime que les sans-emploi à la campagne constituent 30% de la population adulte. Des millions de cultivateurs travaillent sur des exploitations naines. Préalablement, sur les 4 millions d'ouvriers agricoles. En 1951, 89% n'avaient pas d'emploi régulier et ne travaillent qu'à des intervalles irréguliers. La colonisation britannique a miné les équilibres traditionnels de la société indienne. La misère frappa de plein fouet le monde rural. La famine est presque généralisée et la désagrégation du tissu productif artisanal a ruiné les bases de l'économie de ce pays. En vue d'accélérer le rythme de transfert des richesses vers la métropole, l'administration britannique a imposé aux paysans des cultures commerciales au détriment des cultures vivrières. Le paysan indien contraint d'acheter les moyens de subsistance, vend à prix dérisoire les produits destinés au commerce. Cette situation l'inclut dans un processus d'endettement usurier sans précédent. Ce qui se soldera par l'abandon de sa terre au profit des usuriers pour devenir un simple vendeur de la force de travail, donc un prolétaire. R. Luxembourg exprime ce processus ironiquement. Dans les districts de Delhi et d'Allahabad, les paysans eurent intérêt à louer ou à hypothéquer leurs terres pour un prix équivalent au montant de leurs impôts. Les tisserands indiens, au même titre que les paysans, tombèrent sous les coups des négociants anglais qui fournissaient à crédit la matière première et commercialisaient les produits finis. Ils accumulèrent, en conséquence, des dettes et leurs activités se terminèrent par la ruine. Il est vrai que des tentatives d'industrialisation nationale ont eu lieu comme en atteste la création d'une usine de textile à Bombay en 1853, mais toutes les activités économiques restèrent presque dominées par la présence des capitaux de la métropole. Donc toute tentative d'industrialisation du pays initiée par les nationalistes fut combattue par les colons. Le fléau de la civilisation capitaliste réussit à anéantir toute l'organisation sociale du peuple, accomplissant dans peu de temps ce que des siècles, ce que l'épée des Nogayens n'avait pu faire. Le même processus fut constaté en Afrique du Nord depuis la pénétration coloniale de la France. Au Maroc, pour les seules villes de Marrakech et Fès, le nombre d'artisans a chuté de 71 072 en 1946 à 19 074 en 1951. Le chômage urbain a entraîné une pression terrible sur la campagne qui souffre déjà d'un sous-emploi chronique. En Algérie, la colonisation française a ruiné la propriété collective en dépossédant les indigènes de leurs terres. Ces terres ont été converties soit en des propriétés du colon français, soit en des propriétés d'État. La plupart des terres cultivées, notamment les terrains communaux, les forêts et les prairies furent déclarées propriété de l'État et utilisées à des buts de colonisation. L'expropriation se fait par le moyen d'un système de cautionnement par lequel les colons français s'installèrent au milieu des territoires indigènes, tandis que les tribus, elles-mêmes, se trouvèrent parquées dans un territoire réduit au minimum. La pression fiscale fut très lourde, l'endettement des paysans, l'usure et la spéculation obligent les propriétaires à abandonner leurs terres. Plus grave est l'arsenal juridique français qui introduisit par la force le régime de la propriété privée, non pour des cultures rentables, mais pour spéculer et priver les indigènes de leur identité. En 1873,
Sur les 400 000 hectares de terre appartenant aux Français, 120 000 hectares étaient aux mains de compagnies capitalistes, la compagnie algérienne et la compagnie de Sétif. Celles-ci, loin de cultiver elles-mêmes les terres, les affermaient aux indigènes qui les cultivaient selon les méthodes traditionnelles. Le seul résultat que l'on atteignit incontestablement fut la spéculation foncière effrénée, l'usure florissante et la ruine des indigènes. La phase impérialiste qui coïncida avec la colonisation et qui s'exacerba avec le capitalisme des monopoles, se traduisit par de multiples réformes dans les colonies qui remettaient en cause les structures traditionnelles dans ces territoires. En Amérique latine par exemple, ces réformes avaient entraîné la concentration des terres entre un moindre nombre de mains, renforçant ainsi les rangs de la main-d'œuvre disponible, ouvriers agricoles et chômeurs, et mis au pouvoir des gouvernements qui dépendaient de la métropole et ouvraient la porte non seulement à un commerce métropolitain accru, mais encore au nouveau financement par investissement impérialiste qui ne tarde pas à mettre à profit cette situation nouvelle. La métropole utilise l'appareil d'État pour maintenir sa domination sur tous les secteurs. Elle s'empara des institutions économiques et politiques pour intégrer les colonies dans le système capitaliste mondial. Les autorités locales, les classes des bénéficiaires du statu quo s'allient aux colons, lesquels deviennent des propriétés d'importants périmètres agricoles. Comme le dit ironiquement R. Luxembourg, l'affaire qui consiste à payer les marchandises allemandes avec le capital allemand n'est pas, comme on pourrait le croire, un cercle vicieux absurde, où les braves Allemands offriraient aux Turcs malins la jouissance des grands ouvrages de civilisation. Il s'agit au fond d'un échange entre le capital allemand et l'économie paysanne asiatique. Un échange qui s'accomplit par la pression de l'État. Qui plus est, les colons n'ont jamais été intéressés par l'investissement dans les colonies, ils préfèrent spéculer dans le tertiaire. La classe dominante autochtone, quant à elle, rejoint le même créneau que la classe des colons. Elle investit dans le commerce, l'immobilier et n'a jamais été attirée par l'activité industrielle. En 1913, plus de 85% des capitaux de la GB à l'étranger étaient investis dans les chemins de fer et dans la production des matières premières, et octroyés sous forme d'emprunts d'État. En 1951 à 52, de l'ensemble des capitaux publics français dans les tomes, moins de 1% étaient investis dans l'industrie. Le capital n'est pas qu'à sa naissance, dégouttant de sang et de boue par tous les ports, mais pendant sa marche à travers le monde. C'est ainsi qu'il prépare dans des convolutions toujours violentes, son propre effondrement. C'est ce qui a fait dire à Francisco Encina à propos du Chili que, jusqu'au milieu du XIXe siècle, le commerce extérieur du Chili se trouvait presque exclusivement entre les mains des Chiliens. En moins de 50 ans, le négociant étranger a tué dans l'œuf notre commerce extérieur et nous a pour une large part supplantés dans le commerce de détail. La marine marchande est en proie à de terribles difficultés, et continue de céder du terrain aux marins étrangers même pour le commerce de cabotage. La plupart des compagnies d'assurance qui opèrent chez nous sont des succursales de sociétés étrangères. Les banques nationales continuent de céder du terrain aux succursales des banques étrangères. Ce processus de pillage et de spoliation peut être saisi à un autre degré qui mêle sphère marchande et sphère financière, ou bancaire. C'est l'opération de collecte des dîmes imposées aux paysans, faisant intervenir ce qu'on appelle les intermédiaires collecteurs qui forcent le paysan à acquitter ses dus vis-à-vis du couple administration-compagnie coloniale. Généralement couvert de dettes, le paysan attend impatiemment l'instant où il pourra vendre sa récolte. Mais souvent après avoir fauché son blé, il doit attendre pour le battre des semaines entières jusqu'au moment où il conviendra au collecteur des dîmes de prélever la part qui lui revient. La récolte menace de pourrir sur pied et le collecteur, généralement lui-même marchand de grains, exploite cette situation pour l'obliger à lui vendre le blé à un prix très bas. Il sait s'assurer l'appui des fonctionnaires, contre les protestations des mécontents. Cette machination dans la réalisation de la plus-value ne s'effectue pas ex nihilo. Elle détruit richesse matérielle, humaine et symbolique, et bloque toute initiative à même d'enclencher le développement des colonies. En d'autres termes, la réalisation de la plus-value démarre de l'économie naturelle pour laquelle la récolte se transforme en marchandise puis en argent, comme hypothèque utilisée par l'État, comme moyen de financement des chemins de fer et des ports, y compris l'importation des équipements, et enfin comme salaire. Et R. Luxembourg d'exprimer éloquemment ces faits,
En accomplissant cette fonction, l'argent passe des caisses de l'État turc dans celles de la Deutsche Bank pour y être accumulé comme plus-value capitaliste sous forme de profit d'émission, tantièmes, dividendes et intérêts au profit des Surgewinner, Siemens, de leurs co-administrateurs, des actionnaires et des clients de la Deutsche Bank et de tout le système compliqué des sociétés filiales. Soulignons que l'important n'est pas le transfert du surplus économique vers la métropole, mais l'altération des forces productives des colonies. Il s'agit de la mise en service par la métropole de l'ensemble du potentiel économique, politique, idéologique, institutionnel et culturel des colonies. Cela explique qu'il s'agit d'une exploitation dans toutes ses formes que d'un simple drainage du surplus. C'est le cas, par exemple, de l'Algérie, laquelle, malgré l'importance des investissements mis en place durant la période coloniale, et surtout durant 1945 à 1954, avec un taux d'accumulation allant jusqu'à 29% pour la période 1950 à 1954, le développement économique ne s'est pas traduit par des effets entraînants favorisant les conditions du décollage du pays. Samir Amin explique ce blocage par le fait que l'économie de l'Algérie n'est qu'un simple appendice de la France coloniale. Sans doute cela est-il dû aux causes qui agissent dans le même sens dans les autres pays du Maghreb, mais ici avec plus de force. Trop d'investissements d'infrastructures qui ne sont pas à l'échelle du pays, l'Algérie c'est la France, et des structures sociales très inégalitaires, qui freinent les effets d'entraînement des investissements. À la fin de la colonisation, les effets d'une croissance tournée vers la métropole se conjuguent à ceux de la guerre, 1954 à 1962. Ainsi, les dépenses administratives courantes sont passées de 114 milliards en 1954 à 612 en 1961. Cette énorme croissance est presque entièrement due aux dépenses militaires qui sont passées de 21 milliards en 1914 à 420 en 1961. En valeur réelle, les investissements productifs, en dehors du pétrole, ont fortement diminué, de 50 à 60% sans doute, ce qui correspond même à un début de désinvestissement. Les conséquences les plus dramatiques de ce bilan sont de nature sociale, où la société algérienne a connu un déracinement sans précédent pour des centaines de milliers de paysans. Pour le cas de la Tunisie, malgré le rythme important de l'accumulation, les taux de croissance, allant de 3,4 à 4%, restent en deçà des normes du développement économique et social d'une nation. L'économie du pays fut nettement absorbée par le capital français en particulier, et les capitaux étrangers en général. Ou pour ainsi dire, trop d'investissements improductifs, pas d'industrialisation ni lourde, ni même légère, ambiance politique et sociale réfractaire au progrès économique. À cela s'ajoutent des dépenses publiques très élevées, 30% du PNB, une balance commerciale très déficitaire où les exploitations ne couvrent que 70% des importations. Paragraphe 2. Les colonies en tant que débouchés pour les métropoles, la crédibilité des thèses sur l'impérialisme. Nous pensons que ce sont les premiers théoriciens de l'impérialisme qui ont pu rendre compte du phénomène de la polarisation. Ou pour le dire d'une autre manière, c'est à travers la lecture de leurs théories qu'on pourrait expliquer la genèse de ce phénomène. Ce dernier s'est constitué à travers la lutte du capitalisme contre l'économie naturelle, au sens de Rosa Luxemburg, puis suite à l'exportation des marchandises. Le dit phénomène s'est exacerbé et a mouru avec l'exportation des capitaux. Dans le présent paragraphe, nous concentrerons notre exposé sur l'impérialisme chez 3 auteurs marxistes, 2 classiques et un contemporain, Rosa Luxemburg, Vladimir Lénine et Ernest Mandel. Notre but n'est pas d'exposer toutes les thèses traitant de l'impérialisme ou de les confronter, mais d'illustrer et d'argumenter le processus de genèse de la polarisation capitaliste au moyen de ce paradigme. A. De l'exportation des marchandises, l'apport de Rosa Luxemburg. 1. La lutte du capitalisme contre l'économie naturelle. Pour Rosa Luxemburg, le capitalisme intervient dans l'économie naturelle en luttant contre cette dernière, donc contre toute forme de l'économie non marchande, paysanne, artisanale, manufacturière. Le capitalisme se présente à son origine et se développe dans un milieu social non capitaliste. C'est dans ce milieu que se poursuit le processus de l'accumulation capitaliste. Donc, pour pouvoir se reproduire, le capital détruit l'économie naturelle et l'économie marchande simple.
la reproduction du capital assurera l'accumulation capitaliste et donc la réalisation de la plus-value. Et l'auteur d'ajouter, le capitalisme a besoin pour son existence et son développement des formes de production non capitalistes autour de lui. Il lui faut des couches sociales non capitalistes comme débouché pour sa plus-value, comme source de moyens de production et comme réservoir de main-d'œuvre pour son système de salariat. L'économie non marchande se transforme forcément en économie marchande, son équilibre traditionnel est par conséquent remis en cause, donc rompu. L'élargissement de la base du capitalisme se fait au détriment des bases fondant les formations non capitalistes. Comme le dit Kostas Vergopoulos, l'extension du capitalisme émane de la mise en rapport des espaces homogènes, irréguliers, non identiques. Le grand espace différencié et perverti constitue pour le capital à la fois une barrière interne à nier, à dépasser et une condition sine qua non à recréer pour la poursuite de son mouvement. Cette lutte contre l'économie non capitaliste ne reste pas cantonnée à l'intérieur du seul espace délimité par les frontières géographico-politiques, mais s'étendra à l'extérieur, c'est-à-dire jusqu'au marché extérieur. Pour réaliser la plus-value, le capitalisme se tourne donc vers les territoires extérieurs non capitalistes. La réalisation de la fraction non consommée de la plus-value ne peut se faire sur un espace capitaliste, étant donné que cette opération pose problème pour l'ensemble des pays capitalistes. Pour ce faire, le capitalisme se voit obligé à creuser son espace vers le marché extérieur non capitaliste. Le capital lutte, sur la scène mondiale, autour de ce qui reste des conditions d'accumulation. Le capitalisme détruit progressivement le marché extérieur qui est son débouché nécessaire, lequel est constitué par les milieux non capitalistes qui absorbent les produits de l'économie capitaliste et qui fournissent main-d'œuvre et moyens de production. Ces espaces non capitalistes, tant internes qu'externes, se retrouvent donc sans moyens de production, sans force de travail et deviennent, en fin de compte, des débouchés pour les marchandises franchement capitalistes. Les exemples dans l'histoire abondent comme précédemment mis en exergue. La généralisation, et pas l'uniformisation, de l'économie capitaliste devient la règle pour le système dominant, en l'occurrence capitaliste, comme le dit à juste titre R. Luxembourg. L'accumulation tend à établir la domination absolue et générale de la production capitaliste dans tous les pays et dans toutes les branches de l'économie. La recherche illimitée du capitalisme pour renouveler le capital constant, KC, et le capital variable, KV, se bloque dès que les espaces non capitalistes sont saturés, c'est-à-dire complètement détruits. Ce qui bloque l'accumulation et expose le système à de sérieuses contradictions, celle de l'impossibilité de réaliser la plus-value. L'accumulation devient impossible, des crises insurmontables s'installent, d'où le comportement contraire du capitalisme dans la phase ultime de sa carrière historique, l'impérialisme. Pour Jacques Vallier, Rosa Luxembourg, tout en soulignant l'importance de la lutte du capitalisme contre l'économie naturelle, en la transformant en moyen de production pour le marché, affirme que la fonction de débouché constitue une nécessité absolue. Autrement dit, s'installant définitivement, le capital mène sa lutte concurrentielle, sur le marché international pour s'emparer de ce qui reste des formes de production non capitalistes, lutte donc pour la conquête des colonies, pour les zones d'influence, etc. Le capital étranger, en pénétrant les formes de production non capitalistes et en les brisant, étend rigoureusement les formes de production capitalistes et constitue, in fine, un marché sur les cendres de l'économie naturelle. Ainsi, jusqu'en 1875, l'impérialisme colonial que monopolisent la France et la GB s'étend progressivement à d'autres puissances et empires comme la Russie, l'Allemagne, les USA, le Japon. Il est le produit de l'expansion capitaliste à la recherche de débouchés commerciaux, suite à l'exacerbation de la concurrence entre ces puissances et à la montée du protectionnisme et de l'institutionnalisation du nationalisme. Les divers gouvernements cherchent, en opérant dans les pays d'outre-mer, à accroître à la fois la puissance et le prestige de leur pays. La course aux colonies n'est bien souvent qu'un aspect de la course à la prépondérance. L'analyse de Rosa Luxembourg précédemment exposée sert de support pour l'étude et la compréhension de l'impérialisme. Luxembourg a ouvert la brèche par le moyen de l'analyse du commerce international via les débouchés. C'est ce qui se joue actuellement avec l'expansion sans précédent du capitalisme dont la caractéristique principale est l'impérialisme militarisé,
traduit dans les phénomènes suivants. Le développement inégal et non harmonieux, le rôle décisif joué par les marchés extérieurs, l'exploitation depuis la naissance du capitalisme de la plus grande partie de l'humanité par une poignée de métropoles impérialistes. 2. L'impérialisme via l'exportation des marchandises. L'exportation des marchandises comme moyen d'expansion du capitalisme en dehors de sa propre sphère et donc comme moyen d'intervention dans les espaces non capitalistes encore libres. C'est sous cet angle que Rosa Luxemburg explique l'impérialisme. L'auteur privilégie donc l'exportation des marchandises pour réaliser de la plus-value sur des espaces non marchands, en les détruisant. Comme précédemment exposé, l'exportation des marchandises dont la vocation est la monétisation de l'économie traditionnelle, succède au processus de pillage des richesses naturelles des sociétés précapitalistes. Pillage des ressources aurifères et argentifères d'Amérique latine, réduction des indigènes en des noirs, conquête et pillage des Indes, pour qu'il ne soit nécessaire de les décrire longuement. Le pillage, l'envahissement des économies colonisées ont pour conséquence la destruction de l'artisanat, de l'agriculture paysanne, l'expropriation des millions de propriétaires de leurs terres, le licenciement des millions d'ouvriers, sans parler de la famine, des 19e et 20e siècles, suite à la réorganisation de la production pour l'exportation. La recherche des débouchés pour la production des métropoles imposera aux colonies une die dans laquelle ces dernières alimentent le marché mondial capitaliste par les matières premières et la main-d'œuvre, et les premiers y fournissent les produits manufacturés. L'accumulation dans les métropoles n'est donc possible que par l'exportation des marchandises à destination des colonies. Le brusque essor industriel et l'ouverture des marchés américains ont entraîné une exportation énorme des marchandises anglaises dans les pays sud-américains et l'Amérique centrale. L'exportation des marchandises britanniques dans ces pays est passée de 2 500 000 livres en 1821 à 6 400 000 livres en 1825. L'écoulement des marchandises vers les pays dominés facilitera l'installation et le développement de nouveaux moyens de production suite à l'impulsion de la demande. La production augmentera fortement. Pour le coton qui était le produit dominant dans cette production, sa production passe de 129 millions de livres sterling en 1821 à 167 millions de livres sterling en 1825. En vue de faciliter l'écoulement de leurs marchandises, les pays colonisateurs ont créé d'importants réseaux ferroviaires comme ce fut le cas en Inde et en Asie mineure par les Britanniques. Ainsi, Rosa Luxemburg chiffrait ce réseau en 1860 à 1350 km, en 1870 à 7685 km et en 1880 à 14 977 km. L'exportation des marchandises vers les colonies a été encouragée également par les emprunts internationaux imposés par les pays impérialistes entre 1870 et 1875, dont la valeur s'élève à 260 millions de livres sterling. À titre d'illustration, en 1884, l'Argentine a contracté avec l'AGB un emprunt de 10 millions de LS et en 1890, le même pays a reçu des Britanniques un emprunt encore plus important s'élevant à 59,1 millions de LS. En plus de l'exportation des cotonnades, il faut citer celle des autres produits qui se sont développés suite au développement de l'emprunt international et des voies ferrées. C'est le cas du charbon, du fer, des marchandises. Le tableau suivant dresse les exportations anglaises en LS de la manière suivante. Source, Luxembourg, R. L'accumulation du capital, T2, Opsite, page 97. Qui plus est, les besoins d'accumulation et d'adaptation à la conjoncture et aux crises incitent les capitalistes à mettre en place de nouvelles formes de production et d'exportation. Ce qui donne lieu au développement de nouveaux produits, comme fut le cas de la production de la canne à sucre, un produit égyptien. Les capitalistes français et anglais trouvent un nouveau champ d'accumulation rapide. En 1868 et 1869, l'Égypte commanda 18 énormes fabriques de sucre capables de produire chacune 200 000 kg de sucre par jour, 4 fois plus que les installations connues jusqu'alors. L'exploitation des colonies est sans commune mesure. Ainsi la métropole mobilise tous les moyens pour servir la machine coloniale. L'économie paysanne, l'économie marchande simple et l'économie marchande complexe convergent ensemble pour répondre aux besoins de l'économie métropolitaine. À titre d'illustration, et toujours dans le cas de l'Égypte,
la fiscalité à laquelle sont assujettis les petits agriculteurs ne cesse d'augmenter. C'est le cas de l'impôt foncier qui se chiffre à la fin des années 1860 à 35 marks par hectare au moment où les gros propriétaires sont exonérés. En définitive, les pays du Sud ont constitué et constituent toujours des débouchés pour les marchandises des pays du Nord. À titre d'exemple, entre 1925 et 1965, la part des exportations en produits manufacturés est de l'ordre de 77% du total des ventes des pays développés au tiers-monde. En échange, ce dernier exporte aux pays du Nord 90% de ses produits primaires. Cette dit traduit un échange inégal, voire infra, lequel constitue la règle et auquel les pays du Sud obéissent. Les produits primaires des pays du tiers-monde s'échangent à des prix inégaux avec les produits industrialisés des pays impérialistes. De façon générale, les prix des premiers manifestent une tendance à la baisse, d'où la détérioration des termes de l'échange dans le commerce des premiers avec les seconds. Le tableau suivant expose de façon synthétique la détérioration des termes de l'échange des pays du Sud. Source Jallet, P. L'impérialisme en 1970, Maspero, Paris, 1970, page 61. B. De l'exportation des capitaux. 1. L'impérialisme des monopoles, la thèse de Lénine. Durant le capitalisme concurrentiel, c'est l'exportation des marchandises qui l'emportait. Avec le capitalisme monopoliste, c'est l'exportation des capitaux qui va prendre le devant de la scène. Comme l'exportation des marchandises, celle des capitaux avait porté essentiellement sur les colonies où les opportunités de rémunération du capital sont en abondance. L'exportation des capitaux n'a connu un développement prodigieux qu'à partir du début du XXe siècle. Comme le dit à juste titre Lénine, le capitalisme n'est devenu l'impérialisme capitaliste qu'à un degré défini, très élevé de son développement, quand certaines caractéristiques fondamentales du capitalisme se sont transformées en leur contraire. Ce qu'il y a d'essentiel du point de vue économique dans ce processus, c'est la substitution des monopoles capitalistes à la libre concurrence capitaliste. L'impérialisme est le stade monopoliste du capitalisme. Pour Nikos Poulantzas, le MPC est caractérisé dans sa reproduction élargie par une double tendance, sa reproduction au sein d'une formation sociale où il prend pied et établit sa dominance, et son expansion à l'extérieur de cette formation. L'impérialisme des monopoles, qui est une traduction rigoureuse de la baisse tendancielle du taux de profit, se manifeste à travers l'exportation des capitaux sur la base de l'exportation des marchandises. Lénine souligne que l'exportation des marchandises accentue celle des capitaux comme l'avait décrit Marx au sujet du rapport entre commerce et industrie. La suprématie industrielle implique la suprématie commerciale, mais à l'époque manufacturière proprement dite, c'est la suprématie commerciale qui donne la suprématie industrielle. L'exportation des capitaux reste essentielle au stade impérialiste, celui du capitalisme monopoliste qui est marqué par le déplacement de la dominance, à la fois dans la formation sociale et dans la chaîne impérialiste de l'économique ou politique, l'État. Si l'exportation des capitaux est un phénomène qui date de la révolution industrielle, elle n'a pris de l'importance qu'au XIXe siècle, et surtout à la fin de ce siècle, avec l'apparition des monopoles, c'est-à-dire la réorganisation de la production sous forme d'entente et de trust, en vue d'extraire le maximum de profit, et donc permettre au capital de surmonter provisionnement ces contradictions. Pour ce faire, le capitalisme des monopoles cherchera des espaces en dehors des siens pour mettre en valeur le surplus ainsi créé. Ainsi, les colonies vont constituer les premiers foyers ayant accueilli ce surplus. Dans la pensée de Lénine, 3 phénomènes caractérisent l'exportation des capitaux. L'apparition des trusts et des cartels sous forme de groupements des grandes entreprises internationales, et comme produit de l'intensification de l'exportation des capitaux et de l'extension des relations des métropoles avec les colonies. La caractéristique principale de ces trusts et cartels est la fusion de l'industrie et des banques, ou ce qui revient au même la fusion du capital industriel et du capital bancaire, laquelle donne lieu au capital financier au sens d'Ilferding. L'apparition du capital financier, comme produit du développement des monopoles, engendra un partage du monde entre les grandes entreprises internationales. Les pays exportateurs de capitaux se sont partagés le monde.
Mais le capital financier a conduit aussi au partage direct du globe. En 1907, les trusts américains et les trusts allemands ont conclu un accord pour se partager le monde. Cet accord a été suivi par d'autres accords du même type, lesquels ont été soutenus par les puissances qui bénéficient indirectement de ce partage. Qui plus est, si la concurrence entre ces trusts a cessé d'exister, force est de constater qu'elle s'exacerbe avec d'autres trusts quand le rapport de force change de trajectoire. Cette cartélisation de la production et le poids grandissant du capital financier ont donné un coup de fouet au phénomène du partage du monde entre les grandes puissances impérialistes. C'est la deuxième caractéristique de l'exportation des capitaux, comme il ressort du tableau suivant. Possession coloniale des grandes puissances. En millions de kilomètres carrés et en millions d'habitants. Source Lénine v. l'impérialisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.